Bonjour, je vais parler peut-être plus doucement avec le micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bonjour à toutes et à tous. Alors il y en a certains que j'ai déjà vus ce matin, d'autres en particulier les élèves qu'on accueille et merci d'être là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadège Roussier, je suis directrice générale adjointe aux formations. Je vais excuser Laurent Champanet qui ne pouvait pas être là cet après-midi, mais sinon qui aurait fait cette introduction. Cette introduction un petit peu pour repositionner cette conférence de rentrée. Ces conférences se positionnent dans le cadre un petit peu de l'ambition de l'école de développer un plan d'action des DRS, développement durable et responsabilité sociétale. Il y a eu en décembre dernier, le conseil d'administration a voté un plan d'action qui se dérive en 5 axes. On avait un peu anticipé l'année dernière en faisant une conférence de rentrée déjà sur des problématiques d'impact environnementaux avec le Shift Project pour ceux qui y étaient. Et donc l'idée c'est d'institutionnaliser un petit peu cette conférence de rentrée, de tous s'y retrouver. Donc tous, c'est l'ensemble des parties prenantes de l'école et d'essayer d'avoir ce temps un petit peu commun où on pose un thème pour, on va dire, colorer un petit peu les réflexions de l'année. Donc notre plan d'action des DRS, il s'articule autour de 5 axes. On a un axe autour de tout ce qui est évolution sur la gouvernance et la stratégie de l'école. On a un axe sur la formation, un autre sur la recherche, un quatrième sur la gestion environnementale en relation avec chacun des campus, et puis un dernier axe sur la politique sociale et l'ancrage territorial. Cette année, on s'est plutôt orienté vers une conférence de rentrée qui se touche à ce dernier axe, politique sociale et ancrage territorial. L'objectif, vous l'avez vu je pense dans l'annonce, c'est d'aborder les sujets de diversité. Diversité des activités de l'ingénieur en faisant un focus sur un parcours qu'on va retrouver dans nos cursus ici, qui n'est pas nécessairement le plus développé, mais qu'on souhaite encourager, qui est l'entrepreneuriat. Diversité de genre, donc on s'est dit, l'entrepreneuriat, allez, mettons un regard un petit peu différent sur l'entrepreneuriat, donc en abordant des parcours de femmes entrepreneurs. La diversité des parcours de vie et la diversité de l'impact territorial qu'on peut avoir aussi. Donc tout ça est en filigrane de la préparation de cette table ronde. Une table ronde qu'on devait avoir avec 4 personnes, donc on en a 2. Et peut-être Marie, tu vas introduire et nous dire un petit peu plus précisément quelques problèmes techniques qu'on a, parce qu'on a aussi donc des parcours de femmes entrepreneurs qui ont à gérer leur vie d'entrepreneur. On en a une qui est en Chine actuellement avec des gros problèmes de connexion. Et donc on ne sait pas si elle va réussir à nous rejoindre. Et puis, Célia est là. Oui, donc c'est bon. Ok. Bon après-midi, profitez bien. On est là pour 2 heures. Prenez les questions, hein, parce qu'on échangera. Alors je vais commencer en remerciant toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de cet événement, avec qui on a réfléchi comment on allait angler cet événement, à tout le support technique. Et puis bien sûr merci aux intervenantes. On a Célia qui nous vient de l'Assemblée nationale, Lucille qui vient d'Angers, et Sylvie qui est actuellement en Chine avec effectivement une connexion un peu incertaine, mais merci beaucoup du temps que vous voulez bien nous consacrer. L'objectif de la table ronde, c'est ainsi qu'on l'a réfléchi, qu'on l'a défini avec l'équipe d'organisation, c'était vraiment de mettre l'accent sur des parcours, notamment en ayant en tête qu'une partie au moins de l'auditoire, et c'est le cas, serait composée d'étudiantes, d'étudiants. Une partie d'entre vous a déjà une idée très nette, très claire de ce que vous voulez faire, de où vous voulez aller. Et puis, une partie, j'imagine au moins équivalente, se pose tout un tas de questions. Moi, j'ai souvenir de quand j'étais à votre place étudiante, c'était le flou le plus total, et j'étais très en demande, pas de grands schémas, mais de qu'est-ce que chacun, chacune a fait, comment chacun, chacune a composé son parcours. Là, on va mettre l'accent, vu l'orientation de la journée, sur des parcours entrepreneuriaux. C'est des parcours qui sont toujours plus ou moins singuliers, et en même temps, c'est quand même toujours intéressant
On apprend beaucoup de ces parcours singuliers, justement dans cette démarche de composer un peu, de bricoler son parcours à sa façon. C'est quand même toujours, même dans des parcours très individuels, très singuliers, c'est quand même toujours intéressant de savoir ce que d'autres ont fait, comment d'autres ont bricolé. Cette idée de parcours, de modèle, je trouvais particulièrement intéressante. On en manque un peu. On a pas mal de légendes sur le parcours entrepreneurial, avec souvent des reconstitutions a posteriori où tout semble hyper clair, hyper limpide, et justement où dès tout petit on voulait faire ci et ça. C'est probablement le cas. Pour certains, pour certaines, c'est souvent beaucoup plus en zigzag. On aura l'occasion d'y revenir. J'aurai l'occasion aussi de vous indiquer que je suis un bon exemple de ces parcours en zigzag complet. Donc pour moi, c'est important justement d'être dans quelque chose de très réel, ce qui me semble plus utile que la légende qui peut avoir un côté un peu impressionnant où tout d'un coup on se sent pas éligible à ce genre de parcours parce que chez nous c'est plus flou et plus incertain. Et puis ça vous aura pas échappé. Les intervenants qu'on a sollicités, c'est des intervenantes. Donc on va mettre l'accent aujourd'hui sur des parcours de femmes entrepreneurs. Parce que si on manque un peu de modèles d'entrepreneurs, alors pour ce qui est des modèles de chefs d'entreprise femmes, là c'est le désert. Donc l'objectif c'est de faire ici modestement à notre échelle ce travail de mise en lumière de parcours de femmes entrepreneurs. C'est l'occasion, cette interrogation sur femmes et création d'entreprise, femmes et direction d'entreprise, c'est l'occasion d'ouvrir la porte d'une façon un peu plus large, un peu plus générale, pas seulement à la question du genre, mais à la question de la diversité en entreprise. Alors, je vais vous passer la parole pour vous présenter quelques mots sur mon parcours et pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse à ce point. Ça m'intéresse parce que je l'ai expérimenté, mais aussi parce que donc je suis directrice de l'incubateur des arts et métiers. Et donc mon métier et ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les porteurs et les porteuses de projets vers le succès de leur entreprise, et en essayant au maximum d'ouvrir les horizons, d'ouvrir les possibles, en essayant justement de regarder le plus largement possible et en essayant de ne pas se limiter à des profils plus standards, plus homogènes auxquels on est habitué, donc d'innover aussi dans les profils et les parcours des personnes qui portent leurs projets. Je ne vais pas parler de moi plus longtemps, je vais passer la parole aux intervenantes pour que vous puissiez vous présenter rapidement, puis après je vous inviterai à revenir plus en détail sur vos parcours. Bonjour à tous, donc moi je suis Célia Renson, j'ai cofondé et je dirige Réseau Vrac et Réemploi depuis 7 ans. C'est un réseau d'entreprises, donc on représente aujourd'hui plus de 1000 entreprises de la filière de la consommation vrac et du réemploi des emballages. Et aujourd'hui c'est une équipe de 13 personnes basée principalement à Paris. Nos 3 missions sont de structurer, de développer et de promouvoir ce secteur pour que, in fine, les citoyennes et les citoyens français puissent avoir accès à des produits sans emballage jetable ou dans des emballages réemployables pour faire leurs courses du quotidien ou au moment où vous allez au restaurant et que vous prenez la vente à emporter, par exemple. Voilà. Bonjour à tous, Lucie Nourry, j'ai cofondé et je préside la société Green Creative. On est une jeune entreprise industrielle où on fabrique des machines spéciales pour traiter tout ce qui est déchets alimentaires emballés. Donc il y a un petit lien inverse. L'entreprise est située en région parisienne. On a la particularité de fabriquer nos machines également. On est une vingtaine de personnes et donc en fait on est présent en France, en Europe. On vend des équipements qui vont en fait permettre de récupérer la partie organique de tout ce qui est déchets alimentaires pour ensuite les méthaniser ou les composter. Voilà. Alors comme je vous le disais, malheureusement on n'a pas Sylvie qui n'a pas réussi à résoudre ces problèmes de connexion.
Donc on va faire sans elle. Si elle arrive à se connecter en cours de route, bien sûr, on la fera monter dans le train. Du coup, je vais passer directement au cœur du sujet. Est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez nous expliquer, nous raconter quand et comment on devient entrepreneuse? Alors pour ma part, c'est venu sur le tard. Pendant toutes mes études, je me suis jamais dit que je voulais monter une entreprise. Pour mon parcours, j'ai fait 5 ans d'études à Dauphine. Et notamment en dernière année, il y avait un master entrepreneuriat où beaucoup de mes camarades de promo voulaient aller. Et moi, je me suis dit, j'ai pas d'idée, jamais j'irai dans cette voie-là. Et j'ai d'ailleurs fait un master recherche. Je me prédestinais plutôt à faire un doctorat, ce que je n'ai pas fait. Après, j'ai travaillé 3 ans dans un cabinet de conseil en stratégie sur toutes les problématiques du secteur de l'énergie. Donc, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger et aussi dans le secteur industriel. J'ai rejoint un groupe de mobilier urbain où j'étais le bras droit du directeur général. Donc, je faisais quelque part un peu du conseil encore, mais en interne. Et ensuite, il s'est monté une cellule autour de l'innovation où j'ai pris la responsabilité du pôle innovation et on fonctionnait un peu comme une start-up dans un groupe. Et durant ces dernières années, je commençais à me poser des questions sur le sens au travail, la volonté d'avoir une adéquation entre le temps que je passais dans l'entreprise et ce pourquoi j'œuvrais. Et donc je me posais beaucoup de questions, mais je trouvais pas trop vers où aller, notamment parce que le secteur de l'énergie qui me plaisait beaucoup est souvent un secteur réservé aux ingénieurs, donc c'était difficile de trouver ma place. Et un jour, il y a eu ce reportage sur France 2, après envoyé spécial, sur Bea Johnson, une Française qui était partie vivre la vie américaine à l'étranger, enfin aux États-Unis, à San Francisco, et a pris conscience de tous ces déchets, de tout ce qu'elle produisait avec sa famille, puis en plus vous imaginez bien avec le mode de vie américain, et elle s'est mise en quête de réduire la taille de la poubelle de sa famille, c'était une famille de 4 personnes, pour la faire tenir dans un bocal de 1 litre. Et quand j'ai vu ce reportage, ça a été une vraie révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est évident. Et j'ai raccroché toute l'éducation que j'ai reçue de mes parents, ce que je faisais au quotidien dans ma vie personnelle. Et cette partie déchets d'emballage, en fait, était la dernière étape que j'aurais dû mettre en œuvre spontanément et je n'avais pas eu l'idée pour pouvoir consommer au plus juste, ne pas gaspiller, éviter de jeter un trop-plein de nourriture ou une poubelle d'emballage. Et je me suis mise en quête personnellement de faire mes courses sans emballage. Et habitant Paris et étant bien exposée à des commerces de proximité ou des magasins bio qui avaient déjà des rayons vrac, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de faire ces courses du quotidien pour avoir tous les produits que l'on veut sans jeter d'emballage jetable. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question d'ouvrir mon propre supermarché sans emballage. Donc j'étais toujours dans mon précédent emploi et pendant 1 an et demi, je me suis investie, j'ai creusé ce secteur-là, j'ai rencontré des fournisseurs, des agenceurs de magasins, j'ai regardé ce qui pouvait exister en termes de formation, j'ai rencontré l'association Zero Waste France, qui est une ONG qui plaide pour le zéro gâchis, zéro déchet, et des financeurs. Et la finalité de tout ce travail-là, elle a été, 1, de me constituer un réseau, 2, de comprendre comment fonctionnait le secteur, et 3, d'arriver à la conclusion que cette finalité de monter un supermarché n'était pas ce que je recherchais et ce qui me correspondait. Mais j'avais semé les graines de ce que j'ai monté en fait aujourd'hui, puisque quelques mois après, j'ai reçu dans ma boîte mail un email de l'association Zero Waste France, que je connaissais déjà, et qui avait en parallèle commencé à animer des groupes de réflexion pour des porteurs de projets qui avaient été dans la même situation que moi j'ai été, qui voulaient monter des épiceries vrac.
Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette posture-là et qu'il fallait une organisation pour rassembler ces gens-là et pouvoir les accompagner au mieux. Et donc, ils se sont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien monter une association pour accompagner ces porteurs de projets et plus? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, cette personne-là, elle pourrait être moi. Parce que je me suis retrouvée dans leur position, donc je comprenais leur parcours. 2, parce que j'étais disponible. Entre-temps, j'avais pris la décision de quitter mon travail. En fait, je me suis rendu compte que j'étais incapable d'essayer de savoir ce que je voulais faire dans la vie tout en étant à temps plein dans une entreprise. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur pour être 100% disponible et savoir ce que je voulais faire dans la vie. Et 3, je me suis dit que j'avais aussi les compétences, même si je les avais pas toutes, pour monter cette structure-là, de par mes précédentes expériences professionnelles, ce que je n'aurais peut-être pas été en mesure de faire à la sortie de mes études. Et enfin 4, qui a été un soutien incommensurable, c'est mon mari, qui m'a poussée, qui m'a encouragée à tenter l'expérience, justement me confortant que je pouvais avoir toutes les compétences et la capacité d'en acquérir des nouvelles, que c'était enfin l'occasion pour moi d'avoir l'opportunité de me reconvertir dans un autre secteur, ce qui est très compliqué en France. Quand on est en général dans une case, on a du mal à en bouger. Et enfin, parce qu'il avait toutes les compétences informatiques pour pouvoir en fait développer le site internet, l'infrastructure web sur mesure, qui allait être l'outil au service des entreprises de la filière et pouvoir rapidement créer des adhésions, centraliser les demandes, etc., etc. Et donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont amené en 2016 à créer Réseau Vrac et Réemploi, donc qui est une association, et de faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais voilà, c'était pas inné. Merci. Pour ma part, c'est également pas inné. Je savais pas ce que je voulais forcément faire, à part du cinéma quand j'étais au collège, et monter à l'arrière des camions poubelles, parce que je trouvais ça assez génial. Voilà. Blague à part, donc j'ai fait les arts et métiers à Angers, et à la suite de ça, j'avais pas mal envie de travailler dans l'aéronautique. J'ai fait quelques stages dans des grands groupes comme Airbus, ce qui m'a pas du tout plu. J'avais ce côté stage pour aller tester des éprouvettes sur des matériaux et j'avais envie de voir tout l'avion. Et du coup, je me suis dit que c'était pas fait pour moi, mais je pense que c'était les grands groupes qui étaient peut-être pas faits pour moi et pas forcément le secteur. Et du coup, j'ai eu l'opportunité en fin de parcours de faire un stage dans une start-up qui travaillait autour des déchets, assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui chez Green Creative. Mais du coup, ça m'a donné une bonne vision des petites boîtes. Et ensuite, j'ai intégré un labo d'innovation des arts et métiers pendant 2 ans. Et là, j'ai vraiment adoré ce qu'on faisait. Et en parallèle, en fait, on a commencé avec mon associé à monter cette boîte, puisque Procter & Gamble nous avait demandé de développer un outil pour désemballer leur rebut de production de shampoing. Donc pareil, assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui a commencé à poser des briques. Et une rencontre, donc on a monté Green Creative, le site internet, et comme, je sais pas, à l'époque, en tant qu'ingénieur, je pensais que comme on avait un produit génial, forcément les clients allaient appeler. Bon, ce qui ne s'est pas du tout avéré vrai. Et un jour, on a rencontré un gars pour faire fabriquer un prototype et qui nous a dit « mais bougez-vous, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Les gens rêvent beaucoup plus grand. En France, on a de l'argent, il y a des projets, mais il n'y a pas d'ambition. » Et ça m'a mis une claque. Et ça a été une rencontre assez forte. Et là, je suis allée voir BPI, j'ai pris une place dans un incubateur, et on a commencé vraiment à lancer les chevaux. J'ai démissionné
Et du coup, on a commencé à vraiment monter Green Creative, donc c'était en 2012, 2 ans après mon diplôme. Et voilà ce qui a fait que j'ai entrepris après, que ce soit au début ou maintenant ou même il y a quelques années, l'entrepreneuriat, je dirais, c'est des rencontres et souvent des belles rencontres, et notamment une au début aussi qui m'avait fait comprendre que même si on avait un diplôme d'ingénieur, on pouvait faire du marketing, on pouvait faire de la finance. Et je pense que l'ouverture, et ça c'est toujours le rôle d'autres personnes qu'on peut rencontrer, la part de l'autre finalement, qui va pousser et ouvrir le champ des possibles de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on peut faire dans la vie. Parce qu'on a beaucoup de cases. En France, il y a un système élitiste, comme tu le disais. Mais on peut aller casser les cases, on peut se balader de case en case. Et ça, c'est assez chouette. Voilà un petit peu. Alors du coup, moi, je vais changer temporairement de casquette. Je vais poser celle d'animatrice de la table ronde et puis présenter aussi ce qui a été mon parcours entrepreneurial. Pareil, rien d'inné et puis enfin aucune vision d'aucune sorte quand j'étais étudiante. Et puis aussi l'idée que la diversité, c'est aussi la diversité des parcours au sens des études qu'on a fait et cette capacité à changer et les appliquer sur des domaines qui étaient a priori pas le domaine sur lequel on pensait l'appliquer. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait à la création d'entreprise. Je suis littéraire de formation et littéraire pur sucre. Je suis normalienne, agrégée de lettres. Donc vraiment, quand au milieu de mon parcours, j'ai commencé à dire à ma tutrice que ça m'intéressait plus trop et que j'avais envie de regarder un peu la vraie vie avec 12 000 guillemets. Alors, c'est pas complètement vrai, mais par rapport à ce que je faisais, c'était quand même très la vraie vie. Et donc, j'ai une histoire de rencontre. J'ai fait un stage au marketing stratégique de ce qui était à l'époque PSA. Donc pour moi, c'était complètement un autre univers, famille de profs sur à peu près 14 générations, donc l'entreprise, on n'y connaissait rien du tout. Donc énorme découverte, ça tombait très bien parce qu'apparemment j'étais tombée sur quelqu'un qui avait envie de rigoler un peu et justement de faire rentrer des profils complètement atypiques dans la grosse machinerie super performante d'un géant automobile. Donc lui, voilà, il trouvait ça fun. Moi, j'ai énormément appris. Après, je me suis dit, oui, mais quand même, je sais pas trop quoi faire, donc je suis repartie en lettres. Et puis après, j'ai fait un peu de sociaux, et puis je suis repartie en lettres, et puis j'ai fait un peu de sociaux. Donc autant dire que vraiment, girouette totale. C'est ce que je disais ce matin dans la présentation de l'incubateur. J'étais hyper en demande de profil, enfin d'expérience pour essayer de savoir un peu comment moi j'allais avancer là-dedans. Ne sachant toujours pas trop, à la sortie de ma thèse, j'ai continué à être dans l'enseignement et dans la recherche en sociaux. Et puis, j'ai eu une opportunité par un cercle amical de faire à un moment un petit stage, enfin un petit CDD sur une problématique très précise dans une boîte qui était avec laquelle j'avais par ailleurs aucun contact autre que le lien amical avec les fondateurs, qui était une boîte qui était une spin-off de Télécom Paris-Tech et qui faisait donc ce qu'on appelle maintenant IA, à l'époque on n'appelait pas ça forcément IA, mais qui faisait des algos d'analyse automatique de l'activité cérébrale dans le domaine du sommeil et de la vigilance. Donc autant dire que mes études en lettres et en sociaux, comme ça, a priori, ça semblait pas aller de soi. Et puis en fait, si, parce que cette boîte, elle avait une vraie problématique de collaboration avec des partenaires, notamment des partenaires médicaux, qui devaient valider l'outil qui avait été conçu par des gens en traitement du signal, par des physiciens. Donc il y a toujours la problématique de l'outil qu'on conçoit, est-ce qu'il est vraiment adapté, est-ce qu'il est vraiment pertinent. Donc là, on avait besoin de discuter avec les gens du métier, en l'occurrence des médecins, et collaborer avec des médecins, c'est pas toujours facile. Et là-dessus, il se trouve que ce que j'avais appris en sociaux était hyper utile. Donc, sur cette petite mission de ça cafouille complètement avec les médecins, rien ne va, la collaboration est dans le fossé, et si on n'arrive pas à mener au bout cette collaboration, en gros, c'est la boîte qui est par terre.
Et ben progressivement, alors c'était pas une démarche d'être calife à la place du calife, mais j'ai étendu mon périmètre de ce côté juste relation de collaboration à montage des collaborations et pilotage des collaborations, puis financement des collaborations, donc des dossiers de subvention. Et puis, il n'y avait pas que de l'argent public, il s'agissait aussi d'aller chercher de l'argent privé. Donc, je me suis familiarisée aussi avec ce que c'est qu'une levée de fonds. Et puis, progressivement, j'étais en charge de... Puis on gardait aussi une activité scientifique, donc j'étais aussi en charge de la stratégie de publication scientifique dans une optique un peu marketing. Quel article on a besoin de publier pour convaincre les médecins, en charge des relations industrielles. On bossait beaucoup avec l'industrie des transports sur toutes les problématiques de somnolence. Donc j'avais des collaborations hyper intéressantes avec Thales, avec Dassault, avec Airbus. Et donc voilà, d'un point de départ qui était on ne peut plus flou et complètement erratique, je suis arrivée progressivement à être la directrice générale de cette boîte. Donc voilà, rien d'inné, des gros zigzags. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi d'être inventif. Il n'y a pas que soi aussi qui doit être inventif, mais il faut trouver le bon terrain aussi qui va recevoir ce côté inventif. Mais effectivement, se dire bon voilà ce que je sais faire et à quoi je vais bien pouvoir l'appliquer potentiellement d'autres que ce pourquoi il avait été prédéfini, quoi. Ce qui du coup, alors hop, je reprends là la partie animatrice de table ronde. Ce qui m'amène du coup aussi dans ces parcours et ce côté on applique ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté sur d'autres sujets. Est-ce que vous pouvez creuser un peu cette piste-là? De quoi vous vous servez là maintenant de ce que vous avez appris soit dans votre formation, soit dans vos parcours antérieurs, et qu'est-ce que vous auriez peut-être pu, qu'est-ce qui vous aurait servi et que vous n'avez pas rencontré et que vous auriez aimé rencontrer plus tôt? Je vais le synthétiser ou le dire différemment. Je dirais qu'aujourd'hui, pour être un créateur d'entreprise ou peu importe le statut juridique, et aussi un bon dirigeant, pour moi, il y a 5, c'est que le recul que j'ai là au moins de ces 7 dernières années, 5 qualités pour moi qui sont importantes. La première, c'est la capacité de travail. Et je vais dire comment je l'ai eu effectivement, je vais le raccrocher avec tout mon parcours. La capacité de travail, la persévérance, donc notamment dans ce qu'on fait, voilà, pour ne pas abandonner, l'art de la persuasion, l'agilité, et le dernier, c'est l'humain. Et toutes ces qualités-là, il y en a qui sont innées, et il y en a effectivement qui s'acquièrent avec l'expérience. Et c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup, en tout cas si vous sortez d'études, à travailler dans des groupes, des grands groupes, des groupes de tailles différentes, parce que dans le grand groupe, on va potentiellement apprendre de la politique, de la méthodologie, des choses comme ça, et dans des plus petites structures, on va avoir une vue d'ensemble. Et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces expériences vont aussi vous permettre d'avoir un recul et une maturité de ce que vous voulez aussi transmettre ou ne pas faire dans votre propre structure. Et donc sur la notion de capacité de travail, donc moi je suis sortie de Dauphine, j'ai commencé dans l'un des 5 plus grands cabinets de conseil en stratégie, je bossais honnêtement au moins 13 à 18 heures par jour, parfois le week-end. Quand j'ai travaillé à l'étranger, j'étais en 10-4, je travaillais 10 jours d'affilée, j'avais 4 jours pour rentrer en France. Et là, j'ai appris de la capacité de travail, de l'agilité, parce que je passais d'une mission à une autre sur des problématiques que je ne maîtrisais pas du tout. J'étais consultante junior, donc je n'avais aucune expertise. Mais un jour, j'étais chez ArcelorMittal dans le fin fond de la Belgique, l'autre fois chez la Kuwait Oil Company. Et à chaque fois, c'était des secteurs différents et des missions aussi complètement différentes. Et ça passait toutes les 3 ou toutes les 2 mois. Donc une capacité de travail, d'agilité, d'adaptation, ce qu'on appelait en anglais, ce que je bossais en anglais, quick learner. Et je pense que ça, c'est vraiment important quand on monte une boîte, parce que quand j'ai monté Réseau Vrac et Réemploi,
je ne connaissais rien quand même du tout au secteur. J'avais défriché un peu en tant que porteur de projet, mais j'ai tout appris. Et donc, pour apprendre, il faut être capable de se trouver les bons interlocuteurs, d'apprendre rapidement, de se dire, tiens, ça va me servir, d'être créatif aussi. Et donc ça, c'est des compétences que j'ai acquises dans mes autres métiers. L'art de la persuasion, je pense que ça, c'est plus inné, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, mais qui m'a beaucoup servi. Quand j'ai démarré Réseauvrac, je me suis pas rémunérée pendant plus de 3 ans. J'ai utilisé mon chômage. J'ai été enceinte dès la première année où j'ai créé Réseauvrac. J'ai aussi eu mon premier enfant. Donc j'étais au chômage, enceinte, en train de démarrer une activité, ce qui m'a permis aussi de décaler mes droits au chômage. Et donc toute cette période-là où je me suis pas rémunérée, il a quand même fallu que je puisse avoir des choses à proposer aux entreprises que je voulais embarquer avec moi dans le secteur du vrac et du réemploi. Et c'est un secteur qui est très technique, basé beaucoup sur la législation et sur tout ce qui est des normes d'hygiène, de traçabilité, etc. Et donc il a fallu que je puisse trouver des personnes avec ces compétences et qui acceptent de travailler pour moi quasiment gratuitement. Donc ça a été à la fois des rencontres, mais aussi une vraie art de persuasion, d'embarquer sur mon projet avec moi pour m'aider à le construire. Et toute l'histoire de Réseauvrac et Réemploi, c'est ça. Ça a été un bon timing, donc avec les bonnes personnes, et la capacité de les embarquer. Et encore aujourd'hui, c'est seulement depuis cette année que j'ai un lobbyiste qui bosse avec nous. Depuis 7 ans, on faisait le lobbying nous-mêmes avec la directrice des affaires juridiques. Et là encore, j'étais à l'Assemblée nationale avec mon lobbyiste et je le paye pas encore assez pour tout le travail qu'il fait. Donc en fait, cet art de la persuasion, il faut vraiment le garder en permanence parce que c'est comme ça qu'on fait embarquer, qu'on crée de l'adhésion et qu'on grandit. Et dans les autres compétences, donc l'agilité, c'est effectivement la capacité de rebondir et de changer. Et là, j'en fais clairement l'expérience. On vient de fusionner avec 2 entités. Donc là, nous, Réseauvrac vient d'absorber là 2 autres entités et on devient Réseauvrac et Réemploi. Donc en fait, on s'étend sur un nouveau secteur d'activité qui est tout le réemploi des emballages. Donc ça va être l'emballage primaire, l'emballage secondaire de regroupement, l'emballage tertiaire logistique. Donc vous imaginez le champ d'activité qui s'offre à nous, c'est de faire en sorte qu'on puisse réduire l'emballage unique. Et on va commencer sur les produits de grande consommation et tout ce qui est restauration livrée à emporter. Mais demain, j'ai le secteur de la pharma. Enfin bon, on a plein de secteurs qui s'offrent à nous. Donc là, on est en train de monter en compétence sur d'autres secteurs avec d'autres enjeux. Et du coup, forcément, mon cœur d'adhérent est peut-être en train de changer. Et donc là, je sors de 3 jours de séminaire avec mon équipe, avec une nouvelle équipe, pour justement se dire, c'est quoi notre agilité? Ce qui était Réseauvrac il y a 7 ans n'est plus ce qu'est Réseauvrac aujourd'hui. Et vous avez peut-être étudié, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont cassées la figure parce qu'elles n'ont pas su prendre le bon virage. Je pense notamment, je crois que c'était Kodak ou Fujifilm, quand on est passé du film argentique au numérique, ils n'ont pas su prendre le virage. Ça m'a beaucoup marqué dans les cas qu'on avait étudiés à Dauphine. Et donc cette agilité, il faut vraiment la garder tout le temps, il faut avoir un temps d'avance, et il faut être en capacité de prendre les bonnes décisions si on veut s'adapter en permanence. Et on est dans un monde où tout s'adapte vite. Même moi, mes employés, j'ai 15-20 ans d'écart avec elles, c'est encore une autre mentalité, c'est une autre manière de travailler. Donc il faut être agile sur tout, sur le fond, sur les RH, sur les outils, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est une vraie force qu'il faut avoir, et je l'ai eu, notamment dans toutes les missions que j'ai faites. Et donc je disais l'agilité et l'humain. Alors l'humain, c'est hyper important. Moi, je connais beaucoup de dirigeants qui sont peut-être très bons intellectuellement, mais qui sont très mauvais en relations humaines. Et si on veut arriver au bout du projet de l'entreprise, il faut être en capacité de garder son équipe. Et une entreprise n'est rien sans son équipe. Et tout, moi aujourd'hui, au début, quand j'ai démarré, que j'étais toute seule, ok, j'étais autonome, mais maintenant que j'ai une équipe de plus de 13 personnes, je ne ferai rien. Réseauvrac et Réemploi n'existe pas sans elle. Et donc être un bon dirigeant avec des valeurs humaines est très important
à la fois pour ses employés, mais aussi pour ses clients. Moi, mes adhérents, ce sont mes clients. Et cet aspect humain, et aujourd'hui, je dois aussi le cultiver en permanence. Et je pense que c'est des choses qu'il faut absolument avoir en tête. Il ne faut pas juste avoir un bon projet et être brillant intellectuellement, mais il ne faut absolument pas le sous-estimer, sinon on n'embarquera pas. Si on a un beau projet mais que personne nous suit, ben, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire. Voilà. J'ai perdu le fil des questions, mais les outils dont on sert, je suis entièrement d'accord avec les 5 ou 6 points cités juste avant. Il y a aussi, je pense, en plus de la persévérance, il y a l'humilité, parce que je pense que la vie entrepreneuriale, elle peut être parfois très dure, comme elle peut être galvaudée de plein d'émotions très positives. Mais un jour, vous pouvez être sur des super nouvelles, vous pensez que votre boîte va décoller, et le lendemain, vous êtes au fond du trou, parce qu'il n'y a pas de quoi payer les salaires, et vous avez l'impression que tout est merdique, et que tout ce que vous faites depuis le début est pourri. Donc je dirais que ce point est assez important, en plus de la persévérance, parce que finalement, on a des parcours... en effet de vie qui peuvent être un peu de pas de côté par rapport à ce qui est fait généralement, mais on reste des humains et on fait avec ce qu'on a. Donc ça me permet de rebondir sur les outils. En effet, le travail, moi je l'ai appris par la prépa, qui, je pense ici beaucoup connaissent, et donc je pense nous permet d'avoir une force de frappe et de travail assez forte. Qui est essentiel pour l'entrepreneuriat, je pense. Et après, moi, j'ai fait également, en fait, quand j'ai eu ce coup de pied au cul, comme je vous ai expliqué, d'un gars, j'ai fait une petite formation à HEC, parce que tout le monde disait, ouais, mais les ingénieurs, c'est pas des commerciaux, c'est pas des financiers, on est nuls dans ces secteurs-là. Alors, je pense pas, déjà, en fait. Parce que depuis que j'ai monté la boîte, je crois que en tout, il y a 18 millions de chiffre d'affaires, c'est moi qui les ai ramenés. Donc, c'est pas pour me la péter, mais je pense qu'en tant qu'ingénieur, on peut faire des choses. Et il suffit d'y croire, en fait. Et je pense que ça, c'est l'humain, mais c'est en vous, en fait. C'est croire en soi. Je pense que c'est un truc que j'ai appris et qui est essentiel dans l'entrepreneuriat. Et où, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, il faut des socles. Que ce soit les conjoints, la famille, des amis, des associés. Ça, c'est assez essentiel. Et des salariés deviennent aussi des socles, hein, bien entendu. Et du coup, j'ai fait une petite formation à HEC. Et à la fin, on devait présenter nos business plans. Et notre boîte a gagné le concours. Et à la fin, en discours de remerciement, j'ai dit, c'est un peu comme les arts et métiers. Alors, enseignants, bouchez-vous les oreilles. On apprend tout et rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a les bases, en fait. Et on sait où aller chercher. Et moi, c'est quelque chose qui a été hyper utile et qui l'est au quotidien dans ma mission. C'est que je sais où je peux aller chercher. On nous a beaucoup appris à faire des PowerPoint aux arts, des projets, de la gestion de projets, à aller travailler avec des équipes, des entreprises. Et c'est pas que de la compétence, en fait. C'est aussi beaucoup se débrouiller. Et je pense que la débrouillardise est peut-être un élément aussi qu'on pourrait rajouter à ta liste. En tout cas, ça les avait beaucoup vexés que je dise ça. Mais je pense que c'est vraiment vrai et je continue à le dire. Une fois qu'on a quelques briques et qu'on sait vers qui aller se retourner, moi, par exemple, j'ai un avocat du droit des affaires, j'ai un avocat pour mes levées de fonds, j'ai un avocat pour le RH, et j'ai un avocat pour des sujets un peu plus complexes encore. Et ben en fait, je les appelle dès que j'ai un souci, et puis des fois, c'est tout simple. Et un d'eux, d'ailleurs, m'a dit un jour, t'as le droit de faire tout ce que tu veux tant que tu respectes le code pénal. Et là, je peux vous dire que ça ouvre le champ des possibles. Sur cette question de diversité, de parcours, on parlait d'humain. Venons-en maintenant à la question en quoi est-ce que le fait d'être une femme a
pu jouer dans ce parcours et peut encore jouer dans votre parcours entrepreneurial. Notamment, enfin, ça prend une ampleur particulière, un sens particulier vu les domaines dans lesquels vous êtes, où il y a quand même une dimension technique non négligeable. Et domaine technique, ça veut quand même souvent dire des domaines assez masculins. J'ai une pensée émue pour ce monsieur rencontré sur un salon, qui était un salon médical, où donc on propose des solutions hautement technologiques d'amélioration du traitement de données. Et donc il s'avance vers moi et qui me dit mademoiselle, bon, mademoiselle, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Alors bon, j'explique très rapidement en 2 mots, et qui me dit ça m'intéresse, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je peux en parler? Eh bien, manifestement, ce quelqu'un, c'était pas moi, parce que évidemment que moi j'étais là dans les catalogues d'agencement de salon à un moment, et ça c'est véridique, on trouvait dans la même catégorie les plantes et les hôtesses. Donc manifestement, j'étais dans cette catégorie-là, et dans la tête de ce monsieur, c'était évidemment impossible que moi je sois en capacité de répondre sur un outil qui était présenté et conçu de façon hautement technologique. Donc oui, évidemment, ça joue. On est dans un environnement où on n'est pas forcément attendu là où on est. Et donc dans vos expériences, comment ça a joué? Alors, donc moi j'ai 39 ans aujourd'hui. Quand j'ai monté Réseauvrac et Réemploi, j'en avais 32, donc beaucoup plus vieille que vous, mais en tout cas aujourd'hui je me trouvais plus jeune forcément qu'aujourd'hui. Et on va dire, je me suis retrouvée confrontée à plusieurs défis. Le premier, c'est effectivement d'être une femme relativement jeune, en train de défricher un nouveau secteur. Donc c'était pas j'amenais un produit, c'est que j'étais là pour créer un nouveau marché, une nouvelle filière. Et en plus dans le domaine de l'écologie. Et donc là, quand on parle d'écologie, bien souvent, il y a le côté utopiste, baba cool, tout ce qu'on veut, etc. Donc en fait, j'avais vraiment plusieurs défis. C'était de dire, je vais être en capacité de développer un nouveau marché. Donc développer un nouveau marché, d'ailleurs, c'est des enjeux industriels, c'est des enjeux d'emploi, mais effectivement, avec une finalité, c'est de développer pas n'importe quelle industrie, mais une industrie qui va permettre de concourir aux objectifs de développement durable, moins de déchets d'emballage, moins de CO2, moins de consommation d'eau, etc., etc. Donc, et j'avais 32 ans et je débarquais dans le secteur. Donc en plus, je n'avais pas une expérience de 10 ans avant dans ce secteur-là. Et je ne devais pas être assimilée à une association militante. Et donc, comment j'ai fait, et là je pense que c'est vraiment mon background qui m'a beaucoup aidé et ma personnalité aussi, donc c'est d'avoir fait des études d'économie, d'avoir travaillé dans des cabinets et beaucoup de grands groupes et beaucoup de secteurs industriels, et aussi d'avoir été en contact de ce qu'on appelle les membres du COMEX, des comités de direction. Quand je travaillais chez Clear Channel Outdoor ou quand j'étais en mission de conseil, j'étais tout le temps en relation avec les directeurs des groupes. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour m'aider à me positionner et de dire, il y a des objectifs environnementaux, mais moi, je vais vous aider à y concourir à travers le développement d'un nouveau secteur économique en France, et donc un positionnement très entreprise, très industriel. Et pour ce faire, il n'y avait pas 36 000 solutions. Il fallait absolument que je sois crédible. Et la crédibilité, elle passe par la connaissance. Donc j'ai vraiment beaucoup bossé pour monter en compétence sur tous mes sujets. Et ensuite, c'est un positionnement, une prise de parole et une manière de s'adresser à mes publics qui, ça aussi, se travaille. J'ai fait une formation de média training pour aussi savoir comment parler dans les médias et savoir s'adresser à des dirigeants d'entreprise. Quelque part, je savais faire dans mes autres expériences. Donc j'ai vraiment combiné la connaissance, la position, prise de parole, comment je voulais apparaître dans les médias, parce que j'ai rapidement été exposée dans les médias vu que le sujet était d'actualité. Et 3, effectivement, la capacité de parler à des interlocuteurs, entre guillemets, de haut niveau. Voilà. Et aujourd'hui, pour finir, je dirais que ça me sert plutôt
cette position de femme, puisqu'effectivement, on parle beaucoup de sujets d'égalité femmes-hommes, on parle beaucoup d'écologie, et je dirais que je suis plutôt à la bonne place au bon moment. Et donc là aussi, c'est des stratégies qu'on est en train de développer en interne, c'est comment capitaliser là-dessus pour faire davantage avancer mon secteur. J'ai encore perdu le fil. Pardon. Oui. Ah oui, le premier truc que je voulais dire, c'est j'avais hésité, j'en avais parlé parce que au début, quand on me contactait, quand j'avais 24-25 ans, quand j'ai commencé à lancer la boîte, on me parlait des quotas des femmes dans les écoles de femmes, dans les écoles d'ingénieurs. C'est un sujet sur lequel j'aimais pas trop m'exprimer. Moi, j'ai toujours été plutôt garçon manqué. J'ai fait une prépa où il y avait que des gars, donc ça me choquait pas. Je faisais mon petit parcours, comme je vous l'ai dit, avec le champ des possibles. Et par contre, récemment, déjà j'ai eu une petite fille, donc j'ai été enceinte et du coup, forcément, on devient un peu plus femme, en tout cas quand on est garçon manqué. Et où j'ai pris des sacrées réflexions. Et puis également, je suis allée en Iran, donc le sujet du droit de la femme, de tout ce qu'on a fait en France, en tout cas, les étapes qu'on a fait pour avoir plus de liberté quand même. C'est des choses qui ont un peu maturé et qui font qu'aujourd'hui je m'exprime sur ces sujets et qui me semblent aussi importants à la fois en tant que femme, mais je pense que les hommes aussi doivent être en capacité d'évoquer ces sujets-là parce que on est tous concernés par ce sujet. Donc bien sûr, on a d'ailleurs en préparant, on rigolait un peu des anecdotes. On a à peu près aussi un autre lot de socles d'anecdotes identiques. Hein. Puis après, il y en a des plus ou moins sympas. Mais en effet, les salons, le nombre de fois où les gens ont plutôt parlé avec nos stagiaires qu'avec moi, moi ça me fait toujours rire. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils sont obligés de revenir vers vous. Et là, ils reviennent, excusez-moi l'expression, mais la queue entre les jambes quand même. Donc ça, moi, ça me fait rire, plus que ça m'abat. Mais c'est vrai que quand j'ai été enceinte, j'ai trouvé hallucinant toutes les réflexions que j'ai pu avoir, que ce soit des clients qui me touchent le ventre, des clients qui vont dire mais de toute façon en ce moment tu dois être boosté parce que 8e mois, mais c'est le boom des hormones. Voilà, alors qui aujourd'hui nous font tous rire, mais quand vous prenez ça quand même, il y a un petit temps d'arrêt où en plus souvent vous êtes déçus parce que vous n'avez pas pu répondre, parce que vous n'avez pas eu la spontanéité de trouver la bonne réplique et de pas être la femme hystérique qui répond. Donc voilà. Donc maintenant je suis un peu plus armée et je réponds un peu plus. Et d'ailleurs c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, j'ai des rendez-vous avec des clients. Et chez mes clients, une responsable qui est vraiment la bras droit du gars concerné par le projet. Et elle arrive dans la salle un peu en retard. Ils disent bon, on vous la présente pas. Elle, c'est Mélissa qui fait les cafés. Et là, je dis, bah non, en fait, si vous voulez, moi, je vais me lever et quitter la salle, parce qu'en fait, je crois que c'est à peu près grâce à elle que le site tourne aujourd'hui. Et en fait, c'est pourquoi je vous cite ça, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à faire ce genre de répondant, parce qu'on est souvent coincé avec la colère au fond du bide. Mais là, c'était pour moi essentiel, et en fait, les hommes dans la salle l'ont très bien pris, en disant ah ouais, on est désolé, en fait c'est vrai que c'est un peu déplacé. Et je pense que ça doit faire partie de choses. On a de la rééducation à faire hein, sur certains sujets. Hein. C'est comme on parle un peu d'environnement. Alors passer végétarien, moi j'essaye, j'y arrive pas. On a nos espèces de mœurs. Hein. Faire vite à manger, c'est un steak et de la purée. Bah, je sais pas quoi remplacer pour pas manger que de la purée. C'est un peu pareil, je pense qu'on doit en fait aller changer des choses assez profondes parce que c'est culturel, mais ça se fait bien et ça se fera avec le temps. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je suis sensible aussi à ce que vous avez dit toutes les deux sur
Le fait de travailler quelque part un peu sa posture, ses outils, la façon de parler, tu parlais de la colère qui fait qu'on pense seulement après à ce qu'on aurait pu répondre de façon hyper pertinente, sauf que sur le coup on n'a rien dit. Et puis la crainte de passer un peu pour hystérique. Moi, ça a été un boulot chez moi. Enfin, j'ai travaillé sur ces points-là. J'ai pris une espèce de camp d'entraînement sur un projet qui avait pas un énorme enjeu pour la boîte dans laquelle j'étais, et qui était un projet où on avait été rajouté dans un consortium par le payeur, alors que personne dans le consortium n'avait envie qu'on soit là. C'était sur des petits montants. Donc c'est ce qui fait que pour nous c'était pas hyper stratégique. Et en face de moi, je n'avais que des cadres supérieurs de grands groupes internationaux, donc avec une habitude très de leader, plus âgés, sur des grosses boîtes, donc a priori plus légitimes. Première réunion, j'ai pas pu en placer une, j'étais toute énervée. Et je me suis dit après, bon bah ok, je vais m'entraîner dans ce projet-là, et donc je me fixais des objectifs. À chaque réunion, je me disais bon ben en fait, je vais prendre la parole, même si personne n'a envie de m'entendre, c'est pas grave, je vais prendre la parole. Donc je l'ai fait, puis j'avais la voix toute tremblante. Je me suis dit merde, ça va pas. Donc la deuxième fois, je me suis dit je prends la parole, et cette fois je me débrouille pour avoir la voix constante, même si je dois mourir d'étouffement parce que je suis en apnée, c'est pas grave, je vais garder la voix fixe. Après, il y a eu les premiers conflits avec le mandarin incontournable qui était infect. Enfin, pour le coup, clairement, directement misogyne, hyper dominateur, l'horreur. Je me suis dit, bon, allez, cette fois, lui, c'est le boss du game, et je vais rentrer en conflit avec lui. Première fois, évidemment, pareil, j'ai la voix qui part dans les aigus, c'est l'enfer. Enfin, et donc voilà, j'étais hyper contente parce que à la fin du projet, j'arrivais à tenir tête aux gens sans crier, sans avoir la voix qui partait dans les aigus et tout ça. Et au-delà du côté un peu rigolo, parce que de fait, je l'avais pris plutôt à la rigolade, et c'était, ça m'amusait plutôt, quoi, ces réunions, même quand ça se passait pas bien. Il y a quand même, au-delà de la rigolade, il y a un truc sur, on n'a pas, quand je dis on, c'est en tant que femme, alors c'est toujours un peu cliché, mais d'une façon générale, on n'a pas forcément le répertoire, les outils du leadership. Et il y a une partie aussi qu'il faut, qu'on doit s'approprier. Il faut rendre un peu tout le monde réceptif au fait que tout le monde peut avoir du leadership, mais aussi s'approprier des éléments de leadership qu'on n'a pas. Et là-dessus, il y a une partie du boulot qu'on doit faire un peu nous-mêmes, quoi. Mais ça se fait, et effectivement, au final, les relations avec tous ces gens-là, à une exception, je pense que vous saurez à qui je pense, les relations avec tous ces gens-là, finalement, étaient très constructives, très sympas, et le projet s'est très bien passé, et ça a très bien fonctionné, et j'ai gardé des très bonnes relations avec tous ces gars-là, pour qui, en fait, il y avait pas vraiment d'hostilité liée au fait que j'étais une femme, mais c'était juste une question de style, de pas les mêmes habitudes, pas les mêmes façons de parler, pas les mêmes façons de se positionner, et ça suffisait, ça a expliqué une grande partie des difficultés, quoi. Alors maintenant, du coup, on parlait de ce à quoi on a été confrontés, vous en tant que femme, dans votre leadership, comment ça fonctionne, et comment est-ce que dans votre leadership, vous avez l'impression que le fait d'être femme joue un rôle? C'est pour ça que j'oublie la question. Je pense que, en effet, c'est à double tranchant. Des fois, ça peut servir, et des fois, ça dessert. Je dirais que c'est pas une question de génération. J'y réfléchissais parce que on voit des jeunes et des moins jeunes avoir le même comportement. En termes de, je trouve que il y a plusieurs choses, mais le leadership, il est un peu différent suivant les groupes. D'un point de vue équipe, moi je trouve que j'ai jamais ressenti un problème là-dessus. Au niveau client, c'est un sujet, notamment suivant la clientèle. Nous on travaille beaucoup avec les agriculteurs. Et là, il y a vraiment pas trop le sujet. Il y a plutôt le côté technique qui va être challengé, mais qui, je pense, serait challengé pareil à un homme qui arrive en costard-cravate. Je pense que c'est un sujet de se mettre un peu entre pairs.
Le sujet patron des grands groupes, moi je sais que j'ai toujours j'ai un travail à faire sur moi parce que je me sens toujours toute petite. Mais en soi, c'est des gens comme nous, hein, donc j'essaye de travailler ça. Mais est-ce que j'ai rencontré Isabelle Cocher et elle m'a fait la même chose que de rencontrer Patrick Pouyanné. C'est parce que, comme tu disais, c'est un peu des fois des légendes ou des gens qu'on n'aime pas du tout mais qui nous impressionnent quand même. Et par rapport à ces gens-là, oui, des fois, c'est plutôt des hommes qui vont prendre la parole et qui, moi, vont me faire perdre un peu mon leadership parce que je me dis, ah oui, c'est vachement mieux que moi. Et ça s'est notamment retrouvé quand j'étais des phases difficiles dans la boîte, où je me dis, ah oui, là, faut que je me fasse accompagner, il faut que je trouve un DG ou un directeur de site. Et là, à chaque fois, je tombe dans le truc et je recrute des gens qui ont quand même un côté très paternaliste et souvent assez macho, finalement. Donc, c'est difficile. Mais ça, je dirais, c'est aussi un truc qui vient de moi. Et je pense que aussi, on peut parler de tout ce qu'on vit, mais il y a nous aussi, de la position dans laquelle on se met nous-mêmes. Et celle-là, il faut aussi qu'on la travaille nous. On a un gros travail là-dessus. Voilà. Et après, si, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, ça me reviendra. Merci. Moi, je me suis jamais posé cette question de leadership. Il y en a deux. Hein. Il y en a un qui est tourné vers l'interne, donc au sein de son entreprise, et un, pour moi, qui est tourné vers l'externe. Au niveau interne, je le dis avec le recul et tout ce que j'ai eu en feedback de mes équipes en entretien individuel. Mon leadership, je l'ai construit, je pense, sur une partie sur ma légitimité, et ça, je pense que c'est moi le mot qui reviendra le plus souvent. Je l'ai pas dit beaucoup, mais en fait, à chaque fois, j'avais envie de répondre légitimité à toutes les questions. Sur ma légitimité, parce que j'ai monté l'association et que comme j'ai été toute seule pendant 3 ans, j'ai occupé tous les postes. Et il y en a encore beaucoup que je fais aujourd'hui. C'est moi qui, quand on reçoit les ordis, prépare tous les ordinateurs, qui fait toutes les migrations de serveurs, qui parle aux journalistes, qui fait du lobbying, qui recrute, qui fait les plans stratégiques, financiers, la compta et tout ça. Donc, il y a une partie que j'ai eu naturellement parce que je l'ai construit et que j'ai touché à tout. Donc, je sais vraiment de quoi je parle et beaucoup de personnes de l'équipe me l'ont dit, donc je l'ai compris après. La deuxième, c'est qu'on m'a dit que j'étais inspirante parce que j'avais une vision et je gardais toujours une assurance et une certitude de là où on allait et qu'on faisait vraiment quelque chose d'utile. Donc, ce qui permet aussi de garder les équipes motivées et de les inspirer. Et le troisième, c'est l'humain. On m'a dit, tu es une dirigeante, mais qu'est-ce que tu es humaine? Je suis accessible, et ça rejoint ce que tu disais sur l'humilité. Moi, j'ai pas du tout envie d'être pédante parce qu'il y a plein de choses que je sais pas, mais voilà. Donc, j'essaie toujours de rester humaine. Et là, mon apprentissage, il est de parce que du coup, on a restructuré là toute l'organisation. Et avant, on était assez plane, parce que moi, j'aime pas trop les trucs de strat, de machin. Mais là, je me retrouve à créer un organigramme à plusieurs niveaux. Et en fait, je me suis retrouvée propulsée à un poste de dirigeante que je n'ai pas appris, en fait, que j'apprends sur le tard. Et là, clairement, j'arrive un peu à mes limites et je vais me faire accompagner pour avoir du coaching de dirigeant, parce que je suis à un moment de changement. Donc, ça rejoint le côté agilité, humilité et humain. Et donc, je dirais que c'est ça, comment je définis mon leadership en interne. Et en externe, c'est toujours cette notion de légitimité. Moi, j'ai pas eu de problème en tant que femme, hein, vraiment dans toute ma carrière. Et pourtant, je peux vous dire qu'à 22 ans, j'étais dans l'usine d'ArcelorMittal, dans le fin fond de la Belgique, à parler à des ouvriers pour leur expliquer comment il fallait faire du lean manufacturing, des changements de temps de production sur des chaînes. Et il fallait que je convainque les ouvriers de changer leur manière de faire pour gagner du temps. Donc, je peux vous dire que j'étais pas du tout dans une zone de confort, et que j'avais 22 ans et que je parlais à des vieux de la vieille. Et je pense que tous ces trucs-là ont été pour moi formateurs, mais jamais je n'ai eu de remarques déplacées. Et en fait, je pense que j'ai surtout essayé d'anticiper tout ça
en bossant mes sujets à fond pour être crédible. Et donc pour moi, le leadership à l'extérieur, j'essaie de l'avoir parce que je suis crédible et je maîtrise mes sujets et je sais les défendre, mais pas les défendre de manière militante et vindicatrice, mais de manière très ouverte et rassembleuse. Et c'est vraiment la position qu'on prend chez Réseau-Vrac, c'est de dire comment on peut transformer les entreprises, mais sans forcément être en opposition, mais en compréhension des enjeux industriels que ça implique de changer de modèle. Et donc voilà, en tout cas, c'est la manière dont je fonctionne. Et pour prolonger cette réflexion, vous êtes par définition à des fonctions où vous orientez l'activité de vos entreprises ou de l'association. Comment est-ce que vous intégrez du coup cette problématique-là? Problématique des freins qui sont possiblement mis sur certains profils, sur certains parcours. Quelles actions vous mettez en place, vous, au sein de vos organisations, pour avancer, pour réfléchir et pour avancer sur ces sujets-là? Là, en tant que, là, toi, tu as la capacité à, tu vois, sur des recrutements, sur les orientations stratégiques. Comment tu fais? Quelles actions tu prends pour que les problématiques de potentielle discrimination, que ce soit le genre, l'âge, les territoires, les origines sociales, soient aussi neutralisées que possible, quoi. J'ai beaucoup parlé au début. Là-dessus, je pense que depuis le début, chez Green Creative, j'essaye dans les entretiens de pas faire attention au diplôme. Alors ça, c'est quelque chose qui, je trouve, aide beaucoup, en fait, parce que du coup, tu te focalises plutôt sur l'expérience, et pour des jeunes, tu te focalises sur, finalement, des expériences pendant leurs études, pendant des voyages, des choses formateurs, et donc des questions plutôt sur le savoir-être que la compétence. Alors, des fois, ça joue des tours parce qu'il faut aussi de la compétence en interne quand même. Et ça, moi, j'avais du mal à jauger. Et je trouve que c'est très difficile en interne. Mais du coup, nous, on a eu des gens très jeunes, de parcours très différents, même dans les métiers qu'on avait. On avait des gens qui avaient très peu d'expérience sur des métiers assez techniques, mais où on leur donnait la chance. On a pris des gens en réinsertion. Voilà, on a essayé de travailler tous les sujets. Après, c'est pas toujours simple. Plus la société grandit, il y a des gens qui sont aussi fermés à ça, donc faut y aller à petite dose. Je voulais, par exemple, un échec pour moi, je voulais travailler avec des gens qui étaient en prison, puisqu'on est sur de l'assemblage, donc je voulais travailler un petit peu là-dessus. Ça fait un peu peur. Donc, et en fait, en tout cas, sur tous ces sujets, il faut mettre beaucoup d'énergie. Il faut mettre 2 fois plus d'énergie que pour une personne où il n'y a pas à justifier son CV. Mais voilà, je trouve que ça c'est plutôt bien fait. Et après, c'est aussi, faut aller à son petit lot de réflexion pour aussi faire changer un petit peu. Mais c'est vrai que je rêverais qu'on ait des femmes ingénieurs dans ma boîte, il n'y en a pas. Donc sur les métiers techniques, c'est encore très masculin. L'autre jour, je parlais avec une grande boîte équipementier. Je suis en train de perdre la seule femme que j'avais sur la ligne d'assemblage. Bon, je sais pas s'il me disait ça parce que j'étais une femme, mais c'est pas évident. Mais aujourd'hui, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas assez de femmes formées sur ces métiers-là. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui est malheureusement peut-être pas ici, mais bien plus tôt. Qui est sur la primaire, la maternelle, quand on rentre dans un magasin de fringues pour enfants, et on est déjà beaucoup trop tard ici. Alors moi, je te rejoins complètement sur le CV, et justement, je l'avais un peu dit en filigrane au début, j'ai vraiment essayé, et j'essaie de continuer autant que faire se peut, de faire chez Réseau-Vrac et Réemploi tout ce que j'ai aimé et de ne pas reproduire ce que je n'ai pas aimé dans les précédentes boîtes et dans mes précédentes expériences, notamment en termes de recrutement. Et donc, je regarde très peu le CV. Et c'est pas parce qu'il a fait une grande école qu'il va être formidable. Parfois même au contraire, je me rends compte aujourd'hui quand je discute avec d'autres amis entrepreneurs que c'est parfois plus compliqué
parce que clairement, j'ai pas des gros salaires de recrutement, hein. Notre business model aujourd'hui, c'est les adhésions. On fait de la formation, on a créé un salon professionnel entièrement qu'on commercialise et on commence à avoir des subventions, mais on n'a pas un budget énorme, donc mécaniquement, j'ai une proposition de travail qui est très alléchante parce que c'est un super secteur d'activité, on apprend, etc. Mais j'ai pas des gros niveaux de salaire. Et j'arrive pas encore aujourd'hui, après 7 ans, à avoir ça. Donc mécaniquement, je devrais avoir des personnes plus seniors, mais j'arrive pas à les recruter parce que j'ai pas des hauts niveaux de salaire. Et je me rends compte que parfois, des personnes sorties de grande école, elles veulent des hauts salaires, mais en même temps, elles veulent du sens au travail, mais en même temps, elles veulent pas trop bosser parce qu'elles veulent équilibrer le temps personnel et machin. Et ça, c'est compliqué pour nous en tant que dirigeants. Donc, je ne regarde pas le diplôme, je ne regarde pas le CV dans ce sens-là, mais plutôt j'essaie d'en extraire. Est-ce que cette personne-là, elle a envie de bosser, elle a envie d'apprendre? Est-ce qu'elle a des compétences transférables? Et pendant l'entretien, est-ce que je sens qu'elle a en gros l'esprit d'ouverture et de curiosité? Parce qu'en fait, on m'a pas, ce que j'ai dit, hein, on m'a pas donné ma chance quand j'ai voulu me reconvertir dans un autre secteur, quand je voulais donner du sens au travail. J'ai testé pas mal d'entretiens et je les ai pas eus parce que j'avais pas le CV qui correspondait à l'annonce. Donc j'essaie de donner cette chance-là à des personnes qu'on ne m'a pas donné. Donc je fais cette lecture-là du CV. Et la deuxième, moi c'est l'inverse. Je n'arrive pas à recruter des hommes. Enfin, je viens de recruter mon premier homme, mais pendant 6 ans, on a été une équipe que de femmes. Donc je n'ai que des femmes. J'ai eu quelques CV d'hommes en entretien. Donc j'ai des postes de chargé de projet, admin finance, relations adhérents, juridique et communication. Et notamment dans un des derniers postes que j'avais ouvert en communication, j'avais pas mal d'hommes, mais qui estimaient qu'il fallait avoir un salaire beaucoup plus élevé que ce que je proposais, même en sortie d'école. Donc je n'ai pas réussi à avoir des hommes et j'ai recruté des femmes parce qu'elles étaient meilleures en entretien. Et là, je viens enfin de recruter mon premier homme. Donc moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, en tant que, à la direction de l'incubateur, un des points auxquels j'essaie d'être vigilante, c'est, de moi-même neutraliser mes propres biais. On en avait discuté, et ça c'est clairement, j'apporte à mon poste mon style, et mon style il n'est pas individuel, il est aussi ancré dans mon parcours et notamment dans le fait que je sois une femme. Ce qui est très frappant, pareil, c'est des généralités et il y a toujours des exceptions, on n'est pas dans les lois de la nature, mais globalement il y a quand même des styles qui sont un peu différents, avec un côté un peu plus conquérant par des projets portés par des hommes et un peu plus sensibles aux aspects risqués portés par les femmes. Et il se trouve que j'ai tendance, parce que je suis en affinité avec ce style-là, à avoir plus confiance dans un projet qui va exposer en détail l'ensemble des risques auxquels ils risquent d'être confrontés, et donc avoir comme ça spontanément, je pense, plus confiance dans un projet porté par une femme. Donc, alors quelque part, on a le recrutement de l'incubateur est encore à l'image du recrutement dans les milieux tech. Donc il y a beaucoup plus de projets portés par des hommes que par des femmes. Donc je me sens pas trop en risque de faire de la discrimination dans l'autre sens. Mais dans mon activité quotidienne, dans mon évaluation de projet, j'essaie d'en tenir compte pour justement ne pas moi-même reproduire des biais. Alors que l'objectif, c'est justement d'ouvrir au maximum les choses. En ayant en tête aussi, dans ma fonction de conseil et de soutien aux entreprises, là c'est à un niveau différent, mais j'encourage très très fermement, très fortement la diversité des profils, parce que c'est des choses qui ont été montrées et démontrées, que les équipes où il y a une diversité importante sont en général des équipes qui réussissent mieux que les équipes très homogènes. C'est une facilité d'avoir des équipes homogènes parce que on se parle plus facilement entre soi.
Mais c'est potentiellement une faiblesse, c'est une difficulté d'avoir des équipes diversifiées, mais c'est une force. Donc c'est ça que j'essaye de diffuser aux équipes une fois que je me suis assurée qu'une fois de plus, je ne les ai pas discriminées dans les phases de recrutement. On arrive là au bout de la table ronde. Je vous laisse la parole pour l'exercice du mot de clôture, le take-home message que vous avez envie de diffuser aux étudiantes, aux étudiants et à l'ensemble de l'Assemblée. Tu veux le temps que je réfléchisse? Si tu veux. C'est vrai que c'est dur comme question. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, et comme je vous le disais dans mon témoignage, c'est les rencontres que j'ai faites, elles m'ont beaucoup apprise, et le côté de se dire tout est ouvert en fait, quel que soit dans quelle petite minorité on est, parce qu'on est tous dans une minorité si on prend toutes les cases qu'il y a dans la vie. Il y a un champ des possibles génial. De faire une école d'ingénieur, je pense que ça ouvre beaucoup de champs de compétences. C'est assez canon. Les arts et métiers ont un réseau en plus assez énorme. Donc c'est une chouette école qui vous permet de construire potentiellement plein de belles choses. Et après, c'est à vous d'y mettre en fait ce que vous avez envie en termes d'énergie dans vos expériences professionnelles. Voilà, je dirais le mot de la fin. Moi, ma vie entrepreneuriale, forcément, elle est beaucoup liée, perso, pro et tout lié. Mon bureau est chez moi, en partie. En effet, nos week-ends y passent. Donc, tout est très lié. Et ça, c'est vrai qu'un prof de l'ENSAM m'avait dit ça un jour qui, pour moi, a beaucoup résonné. C'est finalement, on n'est pas, on ne doit pas forcément faire du calcul quand on est ingénieur. Alors même si c'est de plus en plus vrai, il y a beaucoup de gens qui font du consulting, mais beaucoup restent dans du consulting quand même proche ENSAM, donc le lean manufacturing, beaucoup de choses liées à nos enseignements. Et je pense que on peut, dans ma promo, il y a quelqu'un qui est devenu agriculteur. Et je pense que c'est des choses qui sont de plus en plus vraies. Et je trouve ça très positif parce que du coup, ça fait que si on sort un petit peu nos tripes et on sort un peu des schémas qui restent conventionnels, on va dire. Voilà. Et ce qu'il faut, oui, c'est se faire plaisir. C'est aussi quelque chose qu'on m'a appris. Et quand vous arrivez à prendre du plaisir dans votre travail, déjà le temps, quand vous le passez le week-end, si ça vous fait plaisir, bah, ça vous fait plaisir. Et en plus, vos équipes aussi partagent ce plaisir, et donc c'est quand même assez sympa. Et dès que c'est des phases compliquées où moi je prends plus de plaisir, les équipes le ressentent, et moi aussi je le ressens forcément, et le travail est tout de suite beaucoup plus difficile quand on a besoin de bosser jusqu'à minuit. On n'y va pas avec le même entrain, quoi. Voilà. Donc la première chose pour être entrepreneur, et on l'a dit, il n'y a pas de bon moment. On a eu toutes les deux une révélation bien plus tard, après des expériences. Donc je pense que la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas un moment donné pour l'être, mais on peut le devenir, on peut l'avoir à la sortie des études et on peut le devenir plus tard. La deuxième, c'est que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Voilà, tu l'as dit Lucille, et moi je l'ai vraiment vécu. Puis j'ai eu 2 grossesses, j'ai fait aucun congé maternité. J'ai travaillé jusqu'au jour où j'ai accouché, j'ai repris une semaine après. Mais comme tu le dis, en fait, je l'ai pas vécu comme du travail. Et j'étais vraiment arrivée à un point dans mon précédent travail de salarié où je ne voulais plus aller au boulot le lundi, où j'étais vraiment en dépression, et je me suis dit mais c'est pas normal, si c'est ça ma vie, de travailler 5 jours par semaine, ça va pas être possible à 30 ans d'être dans cet état-là. Et le jour où j'ai monté Réseau Vrac, j'ai ressenti toute l'énergie, j'ai retrouvé ma capacité de travail, mon goût, ma créativité. J'avais perdu toute ma créativité dans mon travail. Je me disais, mais comment les gens font pour avoir des idées? Moi, j'en avais aucune, parce qu'en fait, j'étais pas passionnée. Donc, j'ai retrouvé mon goût pour le travail, ma capacité de beaucoup bosser, de créativité. Et c'est exactement ce que tu dis.
Et en fait, je ne le vis pas comme des sacrifices. Je bosse tous les jours, je n'arrive pas à couper pendant mes vacances, et je m'arrête jamais, mais parce qu'en fait, ma vie, c'est Réseau Vrac et Réemploi. Réemploi et Réseau Vrac, c'est ma vie. Et toutes ces sortes de compensations qu'on peut voir, moi, je ne les vis pas. Elles sont, pour moi, largement contrebalancées parce que ça m'offre de la liberté. Et moi, j'aime bien gérer mon emploi du temps comme je veux et qu'on ne me dicte pas les règles. J'ai compris ça. Ça m'offre aussi plus de créativité et beaucoup de satisfaction quand je vois nos actions se concrétiser sur le terrain. On a amené une définition de la vente en vrac dans la loi. Enfin, on a fait bouger le code de la consommation. On a amené les 20% de vrac dans les supermarchés dans la loi climat et résilience. Donc on voit concrètement nos actions de lobbying se traduire dans la loi, donc des députés, le gouvernement qui y croit, et maintenant les grands groupes le mettre en œuvre. Donc c'est une vraie satisfaction, une reconnaissance de son travail, de le voir se concrétiser, et une reconnaissance énorme, une gratification énorme. Quand je vous ai cité voilà, les quelque chose que mes équipes me disent en entretien individuel, tout ça, ça me donne une raison de me lever le matin. Et comme tu dis, tant qu'on l'a, je pense qu'on est à notre place et les équipes le ressentent. Et de transmettre à mes équipes, mais aussi à mes enfants et d'être là aujourd'hui avec vous, moi, c'est ma satisfaction, elle est immense et elle contrebalance largement tout le temps de travail et le fait de ne jamais couper. Et pour moi, c'est ça, la vie d'entrepreneur. J'allais effectivement remercier Lucille et Célia pour leur élan et leur enthousiasme. Vous l'avez fait pour moi en applaudissant, c'est parfait. On passe maintenant à la toute dernière phase, la vôtre. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, en fait, oui, je sais que vous avez des questions, forcément. Le seul truc, c'est qui va se lancer ? Oui, il y en a une là. Si, il marche. Mais il faut l'allumer. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez un peu choqué, électrochoqué dans mon raisonnement. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pardon. Pour que... Je me présente. Je suis Lionel Roucoul, je suis enseignant-chercheur sur le campus de Aix-en-Provence, dans cette école qui est les arts et métiers. En vous écoutant, déjà, je voulais vous remercier parce que c'était génial, voilà, sur tous les points. J'ai beaucoup apprécié les deux parties, mais ma question elle a plutôt porté sur la première partie, donc sur la partie entrepreneuriat. Et en vous écoutant, je me suis posé plein de questions sur ma position déjà, et puis sur notre position au sein de l'ENSAM. Ce matin, on était dans un séminaire pédagogique national, on a beaucoup discuté de la pédagogie à l'ENSAM, et on a un peu collectivement l'impression qu'on s'enlise dans cette école d'un point de vue pédagogique. Donc ma question, et paradoxalement, quand je vois tous les critères que vous avez donnés sur l'entrepreneuriat, je les retrouve dans cette école. Prendre un virage, qu'est-ce que j'ai dit, agilité, humanité, persuasion, etc. Et du coup, en vous écoutant, je dis pourquoi on n'y arrive pas, nous, à prendre ce virage et aller vers un autre modèle pédagogique pour que l'ENSAM, finalement, soit un nouveau modèle pédagogique dans l'enseignement supérieur à la recherche en France. Voilà, donc je ne sais pas d'où ça vient. Alors j'aurais aimé
savoir si on pouvait en discuter. Alors, il y a peut-être une idée qui me venait, c'était la notion d'inertie, c'est-à-dire que tout ce que vous avez raconté, c'est des actions qui sont parties, qui sont assez individuelles et dans des systèmes peut-être pas trop inertiels au début, finalement, qui partent un peu de rien. Est-ce qu'on serait capable de l'appliquer à des modèles où il y a un peu plus d'inertie et de leur faire prendre le virage comme vous avez pu le faire prendre à votre vie et à votre activité avec des modèles ou des systèmes qui sont un peu moins inertiels au début? Vous m'entendez? Ah oui. Alors, moi je pense que c'est très difficile de répondre à cette question parce que vous l'avez dit justement, l'inertie. Je pense que nous, en tout cas moi c'est une société, on est 20 personnes et déjà on voit des changements de phase, le passage de 3 à 5, de 7 à 15, des vrais changements. Et ça me rappelle quand moi j'étais aux Arts et Métiers dans un labo d'innovation, on faisait des séances de créativité avec des grands groupes. Et on voyait que en fait, la hiérarchie, les différentes strates viennent en fait gérer des difficultés en fait de changement de bateau, hein. C'est de cap pardon pour le bateau. C'est comme des grands groupes en fait. Moi, par rapport à ce que je connais, on voit des Veolia et des Paprec. Veolia, c'est tout un système très hiérarchique, très national qui redescend après dans les petites entités. Et Paprec, eux, ils rachètent des boîtes à tour de bras en essayant de laisser une liberté totale aux filiales qui rachètent. Et là, on sent qu'il y a une agilité dans ces groupes-là. Mais moi, donner des conseils sur comment retrouver une agilité pour un grand groupe, à part tout déconstruire et tout casser, je sais pas faire. Et malheureusement, et je pense que, en tout cas, moi, je suis mal placée puisque, comme vous le disiez, on a construit de zéro, en fait. Donc c'est pas pareil. C'est comme quand vous construisez votre maison ou que vous achetez un appartement vieillissant, moche, et que vous le refaites. Moi, je fais beaucoup de travaux et je les casse à chaque fois. Donc c'est peut-être pas la bonne idée. Sur l'enseignement, alors moi j'ai quitté les bandes dauphines il y a longtemps, mais je me suis rendu compte a posteriori que je n'avais pas retenu grand-chose de mes études parce qu'en fait je pense que je manquais de maturité et moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le concret. Quand on m'explique quelque chose, j'ai tout de suite besoin de voir comment ça va s'appliquer. Et les cours que j'ai le plus retenus, c'est quand j'ai eu des entreprises, des personnes qui sont venues nous expliquer leur métier et qui nous parlaient de cas concrets qu'elles avaient dans leur métier. Et donc ce serait très, je sais pas comment le dire, pédant de ma part de donner des conseils, parce qu'en plus je ne sais même plus, en tout cas pour Dauphine, comment il fonctionne aujourd'hui. Mais globalement, l'école en général, je pense qu'elle est trop théorique et je sais pas comment c'est à l'ENSAM, hein, mais qu'il faut, à mon avis, plus rassembler le milieu professionnel et le milieu de l'enseignement, et aussi comprendre comment toute l'actualité, tout ce qu'on entend dans les médias, la loi, elle agit sur nous. Et moi, je l'ai vraiment compris là, dans ce que je fais aujourd'hui. Vous doutez bien qu'à Dauphine, je faisais pas de lobbying, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tard. Et aujourd'hui encore, je dois comprendre le fonctionnement du Sénat, de l'Assemblée nationale, les navettes parlementaires, tous ces trucs que j'ai un peu étudiés, mais que j'ai oubliés parce que ça ne m'intéressait pas à l'époque. Alors qu'en fait, maintenant, je me dis, mais c'était hyper important. Parce qu'en fait, tout le secteur dans lequel je travaille, là, tout est en train de se décider au niveau européen. Et là, on travaille sur du lobbying au niveau européen parce que il y a une directive emballage qui est en train d'être revue, qui va se transformer en règlement. Ça veut dire que ça va s'imposer à tous les États membres et tout ce qui va être décidé là au niveau européen va venir impacter la France. Donc toutes les lois françaises que nous, on a essayé de faire avancer, si le niveau européen est moins 10 ans, eh ben on risque de perdre les acquis. Et ça, toutes ces choses-là que je comprends maintenant qui sont hyper importantes, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas forcément à le retransmettre aux étudiants pour leur donner le goût de comprendre cette approche systémique, comment tout s'emboîte et tout agit. Et un secteur d'activité, et donc une entreprise, elle est dépendante de ce cadre législatif. Elle ne va pas développer un produit, investir tant que le cadre n'est pas sécurisé, que le bateau n'est pas clair, qu'on leur donne pas des obligations ou des sanctions, qu'on leur explique pas le cap.
Et à mon avis, en tout cas, si demain je devais changer de secteur, je pense que je m'intéresserais à l'enseignement. Mes parents étaient profs et je trouve qu'effectivement, on a peut-être beaucoup de choses à faire pour rapprocher le secteur de l'enseignement et le secteur de l'entreprise et faire en sorte qu'on donne les clés de la compréhension du monde et comment tout est interdépendant et comment ça peut s'appliquer au quotidien. Donc, j'ai plus de concret et une meilleure approche entre comment ça s'appelle, des allers-retours permanents entre ce qui se passe dans l'actualité et comment ça interagit dans notre quotidien et le milieu des entreprises. En tout cas, ce serait mon approche. Ouais, c'est parti. Non, du coup, c'est peut-être une réflexion qu'il faudrait qu'on ait du coup, peut-être chez nous en interne. Je me tourne aussi mais aussi vers les étudiants parce que je pense que c'est des choses importantes et dans le système arts et métiers, les étudiants font partie de l'équipe. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on en discute avec eux. La question, c'est si on veut changer de modèle, est-ce qu'il faut être une petite école et partir avec quelques étudiants et faire des écoles petite, ou est-ce que finalement une grosse école comme la nôtre, même si elle n'est pas la plus grosse qu'on peut avoir dans le milieu national, peut évoluer et peut avoir cette dynamique, cette agilité que vous avez mentionnée, quoi. Mais c'est des questions qu'il faudra discuter, je pense, à l'interne. Je vais te donner l'exemple de mon secteur. C'est les pionniers souvent qui donnent le cap et ensuite les grands suivent. En tout cas, c'est beaucoup ce qui s'est passé. Les pionniers sont à l'avant-garde et ensuite les grands groupes arrivent, mais on a besoin des deux, en tout cas pour faire bouger tout un système. Et donc il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de bonne, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. En tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est faire. Moi, c'est vraiment ce que je dis. On ne changera pas un modèle si on attend qu'il y ait le bon modèle, la bonne théorie, et où qu'on ait fait 15 000 retours d'expérience. Il faut surtout y aller, il faut essayer. Et si ça passe par une petite école, il faut absolument partager ce retour d'expérience auprès du plus grand nombre. Et oui, après, la disperser, l'implémenter, et notamment avec les grandes écoles. Mais ça, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit un grand groupe ou une petite. Ce qu'il faut surtout, c'est faire et répandre. Je pense qu'il y a aussi un sujet intéressant sur l'ENSAM, en tout cas moi qui me porte, c'est une école quand même qui est très bien perçue sur l'aspect concret et l'aspect proche de l'industrie. Ça, j'ai levé des fonds, il fallait absolument que je dise que je sois Gazdar. C'était un point sur lequel si j'oubliais, on me tapait du coude pour que je leur dise. Et je pense que là où il faudrait pas faire une erreur, c'est peut-être essayer d'être proche d'écoles comme Polytechnique Centrale, d'être sur du management, d'être sur finalement ce qu'on veut que devienne l'ingénieur. Et je pense que la force de l'ENSAM, c'est quand même d'être très les mains dans le cambouis, d'être très technique, d'être sur des métiers quand même à forte compétences techniques, et à la fois de savoir faire du management, donc d'être en capacité d'aller comprendre ce que font les géants techniques, mais en même temps d'aller donner une vision. Et je pense que de se recentrer et de ne pas vouloir ressembler aux autres, je pense que c'est un cap qui peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut prendre des questions avec les personnes qui sont à distance par Teams aussi. Il y a une question dans la salle. Merci beaucoup. Alors bonjour, moi je suis étudiant en génie industriel en première année à l'ENSAM ici. Je vais vous poser une question, vous avez fait grandir votre entreprise actuellement et elle est encore en train de grandir. Et est-ce que vous avez la volonté ou dans le futur envie de vous former pour, entre guillemets, gérer une entreprise intermédiaire, de taille intermédiaire ou de grande taille? Alors moi non. Aujourd'hui,
je prends un peu moins de plaisir et je suis en train de voir justement comment essayer de donner la direction de Green Creative et d'être plus en retrait, puisque ce qui, moi, m'amuse, c'est de développer. Et j'ai jamais rêvé d'être chef d'entreprise, et c'est un truc qui je sens devient un frein en fait pour le développement de la boîte. Donc c'est vrai que non, ça m'intéresse pas trop d'aller me former là-dessus. Par contre, je suis dans des formations, dans des groupes avec d'autres dirigeants, pour par contre être dans la direction de petites boîtes comme ça, mais le plus grand m'intéresse pas forcément. Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, la question ne se pose pas par rapport à nos structures. Et après, si un jour on devait me proposer un poste, c'est déjà arrivé de prendre la direction d'une entreprise plus grande. Pour l'instant, je dirais non. Je viens de grands groupes et les limites des grands groupes, pour l'instant, ne me freinent. C'est effectivement, tout est siloté, tout est mis dans des départements. Il y a une vraie déconnexion avec tout le personnel. Et déjà là, je le vois, en étant 13, je n'arrive plus à être aussi proche de toutes mes équipes. C'est pour ça que là, je vais prendre un moment de coaching de dirigeants pour accepter moi aussi que je commence à couper le cordon et que je peux pas être proche avoir cette proximité. Et on verra si la question pose, mais c'est parce que j'ai eu l'expérience des grands groupes, donc pour l'instant, en tout cas, elle ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, déjà merci d'être là. Je voulais savoir, est-ce que vous avez été suffisamment accompagné pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Et plus globalement, est-ce que vous pensez qu'en France, lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur, on est suffisamment accompagné? J'ai le micro, je vais répondre, ça va être court. Alors moi, je n'ai pas du tout été accompagnée. Voilà. Je me suis complètement formée, j'ai tout fait toute seule. Donc je ne saurais pas répondre à cette question. En quelque sorte, si j'ai été accompagnée, ce qui est compliqué dans le milieu des startups, et je pense, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais ça attire différents profils, on va dire, les startups. Et suivant votre niveau de maturité dedans, des fois vous pouvez vous faire un peu piéger, mais il y a quand même beaucoup de choses en France, quand même, pour aider, que ce soit en termes financiers, avec beaucoup de subventions sur l'innovation, sur les startups, sur beaucoup d'incubateurs. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on a un système français là-dessus qui est quand même assez pertinent. Alors après, il y a toujours des choses à améliorer. Nous, par exemple, le passage de quelques salariés, les premiers clients, ça a été une vraie bascule où vous perdez des statuts jeune entreprise innovante, donc vous payez plus d'URSSAF. C'est des choses toutes bêtes, mais je dirais que la France accompagne assez mal le gap petite boîte à un passage à 10 avec du chiffre d'affaires, du résultat positif. Ils accompagnent mieux quand vous êtes en perte, quand vous êtes une petite boîte et que vous vendez du rêve. Je le dis un peu en blaguant, mais c'est un peu vrai, et moi c'est un sujet sur lequel j'essaye de me battre pour que ça change un petit peu, parce que il y a des vrais sujets aujourd'hui. BPI qui a des affiches partout sur les entrepreneurs, et c'est très très bien, parce que du coup on affiche une image qu'on peut se lancer, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, nous, BPI refuse de nous suivre parce qu'on a des difficultés financières suite au Covid qui sont aujourd'hui, on n'a jamais eu des résultats positifs comme on a actuellement, mais comme on a des anciennes pertes, ils ne nous suivent pas. Et ça, c'est un des gros sujets en France, je trouve, là-dessus. Après, franchement, il y a plein de choses pour bien s'entourer, et pas forcément que de gens qui viennent de l'entrepreneuriat, en fait. Vous avez des gens qui peuvent vous aider et qui sont dans des grands groupes. Moi, au début, j'ai commencé d'un point de vue commercial. J'avais un directeur commercial d'un groupe comme Dell, et en fait, c'est lui qui m'a aidé à me dépatouiller, en fait. Vous n'êtes pas obligé
de rester, pareil, toujours dans ce cadre, l'entrepreneuriat, du coup, je vais me faire accompagner que par des entrepreneurs. En fait, on peut s'entourer de beaucoup de monde, en fait. Et ça, on a tous sous la main des gens qui peuvent nous aider. Voilà. On a une question à Angers, mais il n'arrive pas à faire marcher le son. Donc on attend de voir s'il la pose par écrit. Ah, ça y est, elle est arrivée. Alors, je vous la lis. Bonjour, je suis étudiant en première année à Angers. On est assez peu dans la salle et ma question serait justement comment pousser soi-même et ses camarades à la curiosité, comment susciter l'envie d'écouter, puis de comprendre des sujets a priori transverses comme le fonctionnement des institutions dont vous parliez tout à l'heure. Célia, je crois que c'était pour vous. Mais pour moi, il faut du concret. En fait, il faut prendre de l'actualité et surtout expliquer cette actualité-là, quelles sont les répercussions qu'elles peuvent avoir. Et une fois qu'on a donné les répercussions, il faut arriver à toucher les gens avec quelque chose qu'ils connaissent à peu près. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à attirer l'attention pour se dire, mais en fait, ça va être quoi mon impact à moi, dans mon quotidien, ou plus tard, ou si j'étais à tel poste, etc. Et une fois qu'on a raccroché ça, on peut dire, ben voilà, tu vois, maintenant, cette loi-là, son parcours, c'était ça, etc. Et c'est comme ça que ça s'est constitué. Moi, plutôt que de partir du théorique, et de rester dans le théorique et de pas avoir d'application concrète, je partirais de faits, d'actualité, de cas concrets, pour essayer de toucher les gens et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient attentifs. Et après, je le rebouclerai avec de la théorie. En tout cas, j'essaie beaucoup, moi, de vulgariser pour mes équipes. Et là, je vais refaire ce travail-là pour qu'elles puissent avoir les bons argumentaires vis-à-vis des entreprises qui vont adhérer ou qui sont sur place. Et c'est de leur dire pourquoi Réseau Vrac aujourd'hui rencontre des députés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi telle loi, elle est importante pour nous? Pourquoi on fait de la proactivité et qu'on crée des propositions de loi? C'est parce qu'on a repéré que là, il y avait des choses qui n'allaient pas dans le quotidien. Rendre une filière compétitive, il faut peut-être par exemple alléger les charges de travail, comme les trucs ou jeunes entreprises innovantes. Ce statut de jeune entreprise innovante, il est hyper bien, mais pourquoi il s'intéresse que aux startups, tech, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à créer et de le faire pour les entreprises à impact? Moi, je vais aller débrouiller, ça y est, ça, et là, on va aller faire des propositions de loi, par exemple, en ce sens. Et donc, il faut en fait raccrocher du concret, que ce concret-là puisse toucher l'auditoire, parce que c'est comme ça qu'on arrive à le rendre captif, et ensuite, on peut reboucler avec de la théorie. Alors là, c'est de la curiosité par rapport à aujourd'hui. Je pense que 35 ans, on est dépassé déjà. Donc, fallait prendre un homme entrepreneur qui a 22 ans. Déjà, on aurait peut-être eu plus de monde. Non, je taquine. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut se mettre sur de la vulgarisation et il n'empêche que peut-être en prenant des expériences plus dans l'air du temps, pourrait être un levier. Voilà, je sais pas d'autres. La curiosité, c'est quelque chose qui, je pense, s'apprend dans l'éducation. Alors là, c'est plus un message aux enseignants, mais je pense que ça fait partie de votre métier et vous le faites très bien. C'est enseigner la curiosité et en rapportant aussi à des choses d'actualité. Je pense que ça joue forcément quand on a peut-être des paroles ou des entrepreneurs qui viennent sur un sujet en plein boom du moment, quoi. Voilà. Je crois qu'on arrive tranquillement au bout de l'attention ou de la disponibilité. Si j'en crois le bruit des strapontins, c'est comme à Cannes, on sait si un film plaît ou pas, ou non au bruit des strapontins qui se lèvent quand les spectateurs s'en vont. Donc là, manifestement, on est au bout soit de votre intérêt, soit de votre disponibilité. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci pour votre intérêt, ça fait plaisir à voir. Et évidemment, de nouveau, merci beaucoup à Célia, merci beaucoup à Lucille d'être venue pour cette table ronde.